Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, le déroulé c'est suivant. Un petit icebreaker qui va démarrer dans quelques secondes. Nous allons avoir 3 speakers sur scène, accompagnés de 2 animateurs. Il va y avoir quelques questions. Le but du jeu, ça ne sera pas forcément de faire le plus de questions possible, comme les fois précédentes, mais c'est plus être dans le qualitatif, dans l'échange. Ça va être un partage d'expérience. Si vous avez, vous, des questions, on va faire passer des micros. Vous pourrez poser des questions et interagir en direct sans attendre pour nécessairement la fin de la session. Voilà. Et je veux rappeler 4 principes clés assez importants pour cette session et comme pour toutes les sessions que l'on fait. La première, c'est qu'on fait ça dans la bienveillance, hein, il n'y a pas de jugement dans ce qu'on va faire aujourd'hui. La deuxième, c'est qu'il n'y a pas de vérité absolue. Les gens vont partager leur expérience, leur ressenti, c'est leur vision des choses. Vous en avez peut-être une différente, mais on cherche à trouver un petit peu d'authenticité ici. La troisième, le but, c'est de rencontrer l'autre dans sa différence. Donc, j'espère que vous en tirerez aussi des richesses de votre côté. Et puis la quatrième, c'est on va confronter un petit peu dans certains moments de la table ronde des cultures. Il n'y a pas une culture qui a raison ou qui a tort, il y a juste des cultures qui sont différentes, qui parfois se complètent et parfois s'entrechoquent. Voilà, bonne table ronde à tous. Boat Acha. India, incredible India. Waouh, l'aéroport de Chennai est super grand, il y a du monde partout. Ah oui, j'ai l'impression d'être en Chine. En plus, il fait super chaud et humide ici. Welcoming my friend in India. Salut Manish. She's liking me. Do you want to kissing with me? No, it's just a French way to say bonjour. Oh wow. So hot here. I like kissing. No kissing, Manish. Namaste. Namaste. Do you wanted to meet my friend? They are from India. They are coming to introduce you about India. Oh là là, sacré accent, tu comprends? What? Do you wanted to meeting my friend? They are coming from India and they talk about India to you. Do you want? Oh yes, thank you Yes. Manish. Thank you, Manish. Thank you. Alors on va vous
vous présenter les speakers d'aujourd'hui. Donc nous avons Santosh, qui est juste ici et qui est depuis 5 ans en France. Et il est français. Il travaille chez Renault Sales et il a vécu 3 ans en Inde. Patrick Trombert. Et enfin Marc, qui est également français et qui a vécu 3 ans en Inde. Puisque le sujet d'aujourd'hui est sur l'Inde et la France, nous avons comparé ces deux pays et on s'aperçoit que l'Inde est 5 fois plus grande que la France en superficie, mais 20 fois en population. Elle est aussi un des pays où la diversité linguistique est la plus importante du monde. Il n'existe pas uniquement une langue officielle, mais 24. Et sa croissance économique en 2016 était de 7%, contre un peu plus de 1 en France. Donc, Marc, Patrick et Santosh, étiez-vous préparés à de telles différences quand vous êtes installés en Inde ou en France? Pouvez-vous raconter quelques anecdotes? On commence par toi, Marc. Oui, donc moi, il faut savoir, quand je suis parti en Inde, j'étais pas en France, je suis venu du Japon. Donc mes attentes étaient... on va dire, si l'image qu'on peut avoir de l'Inde quand on est à l'extérieur, c'est bon. Au niveau organisation, on va dire que c'est un peu différent d'un pays comme le Japon. Donc, je m'attendais un peu à avoir quelques petits soucis d'organisation, la gestion du temps, la ponctualité. Je pense que c'est des challenges auxquels je m'attendais. Puis on peut avoir aussi l'image d'un pays en développement, donc pas très high-tech ou des choses comme ça. Et ce qui m'a surpris quand je suis arrivé en Inde, c'est d'abord de voir qu'il y avait beaucoup de choses high-tech, voire peut-être plus qu'en France. Par exemple, j'ai ouvert un compte en banque, je vais pour retirer de l'argent, et tout de suite, j'ai même pas encore l'argent dans ma poche, que je reçois un texto pour me dire « vous avez retiré tant ». Si par exemple, ce qui est bien, c'est que si on a un compte commun, ma femme, si elle retire ou elle paye quelque chose, je reçois le texto, je peux dire « chérie, qu'est-ce que tu viens d'acheter ?» Comme ça, c'est très tip-top. Et pour tout type de rendez-vous, on reçoit une confirmation, que ce soit un docteur, n'importe quel rendez-vous par SMS. Et donc je me dis, voilà, finalement c'est très avancé, c'est vraiment des clichés qu'on a. Et j'avais un rendez-vous pour installer le câble à la maison. Et je reçois un texto me disant, rendez-vous confirmé avec le technicien, 10h45 samedi matin. Je dis, voilà, c'est super précis, pas de souci. Donc bien sûr, 10h45, il n'y a personne. J'attends un petit peu, 11h, personne. 11h30, toujours personne. J'appelle l'outline, ils me disent oui, il est sur la route, il y a du trafic, il arrive. Midi et demi, je rappelle. Ah non, ne vous inquiétez pas, il arrive. Effectivement, il est arrivé à 13h, mais le jour d'après. Il est arrivé le dimanche à 13h alors qu'on ne l'attendait plus, en plus un dimanche. Et donc je raconte tout ça au café le lundi matin à mes collègues. Et, je pensais faire sensation, le gros problème, mais non, ça paraissait naturel. C'est-à-dire qu'en fait, pour eux, déjà, ils m'ont dit, t'as été trop gentil. En fait, ils vont à celui qui parle le plus fort, donc il faut vraiment mettre la pression pour vraiment réussir à avoir quelqu'un qui vient. Et puis de toute façon, c'est toujours comme ça, donc en fait, ça m'a appris que, voilà, même si officiellement, ça va être à tel moment, en fait, il faut s'attendre à que ça ne sera pas à tel moment, bien relancer pour vérifier et faire avec. Faut pas s'énerver, c'est pas contre soi parce que j'étais étranger et tout ça, c'est une autre manière, des autres attentes. Donc c'est ce qui m'a marqué un peu pour mon installation. Super. Moi, donc pour continuer dans cette expérience, moi c'est pareil, je venais du Japon également. Donc à Japon on me dit qu'est-ce que tu as préféré? C'est difficilement, c'est vraiment 180 degrés en termes de culture, d'organisation, d'environnement. Moi, ce qui m'a frappé quand je suis arrivé, on m'avait parlé beaucoup des problématiques de transport, des bouchons et de ce genre de joie. Et en fait, quand je suis arrivé, le nouvel aéroport de Bangalore venait se localiser au nord de Bangalore.
Et splendide, superbe, vraiment neuf, splendide. Et ensuite, on a pris l'autoroute, et en fait, l'autoroute était flambant neuve, 2 fois 3 voies, pas de monde dessus. J'ai dit, mais on m'a menti, ou je ne suis pas à Bangalore. Et c'était la prévisite. Et donc, on se posait la question, où est-ce qu'on va habiter? Donc, on se disait, bon, c'est relativement pratique pour aller à l'aéroport, on va se mettre proche de l'école, donc on va se mettre à l'est. Et donc, on déménage, 1 mois après, on arrive à l'aéroport, on prend le taxi et on s'engage sur l'autoroute. Et il y avait des trous de partout. Et en fait, ils avaient décidé de refaire l'autoroute et de faire du flyover, donc de faire une autoroute surélevée. Et on s'est dit, ça va être le chaos comme ça pendant... alors ils me disent où ça a commencé. Et en fait, je suis parti 3 ans après et l'autoroute était juste mise en œuvre. Donc tout ça pour dire qu'on avait fait un plan en se disant, tiens, on va se mettre ici, l'autoroute est en place, tout va bien se passer. Mais en fait, en Inde, rien n'est constant. Vous avez une image actuelle avec un certain nombre d'environnements et de paramètres, et tout va très 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 vite. Tout peut changer de manière très rapide, que ce soit sur l'environnement, que ce soit sur les gens, que ce soit sur les interlocuteurs, fournisseurs ou autres. Donc simplement être prêt à toute éventualité. On se posait la question aussi dans un certain nombre de projets, on a le standard, on prend le plan B, et puis c'est tout. Là, c'est même pas le plan C, c'est de se dire, on sait qu'il va se passer des choses, et en fait, il faut être hyper proactif, réactif, et surtout pas se poser de questions sur qu'est-ce qui s'est pas passé, mais quel est le champ des possibles pour avancer. On pourra en reparler après, en termes d'état d'esprit. Je pense que ça conditionne beaucoup le comportemental de nos collègues indiens sur leur vie quotidienne et au niveau professionnel, lié à cette inconsistance dans le temps et dans l'environnement de ce qui peut se passer. Donc pour moi, c'était vraiment une chose l'inverse que vous. Le premier problème sur moi, c'était langue. Donc quand je suis arrivé en 2013, je ne parlais pas un mot français. Donc au bureau, c'était pas difficile parce qu'avec les collègues, je pouvais parler en anglais, c'était pas dur. Mais dans le bureau, à l'extérieur, c'était vraiment difficile pour moi. Presque personne ne parle pas anglais. Magasin ou des choses administratives, quand j'ai commandé des choses sur Internet, quand ils m'ont livré des choses pour l'installation, c'était vraiment un grand problème pour moi. Chaque fois, j'ai passé le téléphone à mes collègues pour demander de parler, etc. Donc, j'ai eu 2-3 fois des choses vraiment rigolotes quand j'ai essayé d'acheter des choses au magasin. Donc, et personnellement, j'aimerais bien te demander des questions, essayer de parler, parce que je crois que c'est comme ça, vous pouvez apprendre une langue, pour vraiment essayer. Donc, par exemple, quand j'ai essayé d'acheter un aspirateur chez Darty, j'ai pris la première chose que j'ai pu voir, et ensuite j'ai demandé au vendeur, bon, est-ce que c'est bon pour mon appartement? Donc, je n'ai pas pensé qu'il pouvait me demander des questions par rapport à mon appartement. Donc, pardon? Exactement, je ne savais pas le mot pour parquet, carrelage. Donc, la question c'était, bon monsieur, vous avez quoi comme sol? Ok. Donc, j'ai vu sur le magasin, c'était carrelage. Pour moi, carrelage, je ne peux pas très vite. J'ai dit, j'ai 2 chambres. Okay. Une chambre, c'est sol normal. C'est pension normale. Il y a d'autres chambres. Parquet, mais je ne savais pas le mot parquet. J'ai dit, d'autres salles, le sol, c'est arbre. Il me disait arbre, oui, arbre. Et donc, voilà, donc les choses, mais j'ai pas arrêté de poser des questions. D'autres fois, c'était au Decathlon pour acheter une balance. Donc, balance en anglais, c'est weighing scale. Donc, je pensais peut-être c'est la même chose ou presque près. Donc, j'étais au Decathlon, j'ai demandé au vendeur, j'aimerais bien acheter une
weighing scale. C'est quoi, monsieur? Déjà, il a demandé à mon collègue qui parle anglais. Merci. Donc, personne n'arrive, et lui, oui, what do you like? Weighing scale? Donc là, j'ai commencé, ok, poids, mesurer poids. Pas compris, ok. Normalement, on se trouve le balance dans la salle de bain. Donc j'ai essayé, mesurer poids, salle de bain. Bon monsieur, salle de bain, vous n'êtes pas dans un bon magasin là. C'est pas salle de bain là. Donc j'ai dit non. Ah, j'ai fait un peu plus d'animation. Ah oui, je comprends, oui, monsieur, oui, allez-y avec moi. J'ai dit ok. Il m'a montré des choses pour la musculation. C'est ça que vous trouvez là pour la musculation? Non, balance. Donc, c'était toujours des choses comme ça, mais c'était rigolo, mais chaque fois, j'ai appris quelque chose de nouveau. J'ai appris des mots, j'ai appris des sentiments, des façons de demander. Donc ça, c'était vraiment utile pour moi. J'ai eu des problèmes, c'est pas grave, mais oui, c'est un peu sérieux aussi. Par exemple, avec EDF, une fois, j'ai reçu une facture de 5 000 euros. Ok, il y a un 0 ou 2 zéros en plus là. Donc, j'ai passé, je pense, 6 mois chaque fois demander à mes collègues d'appeler pour essayer de négocier pourquoi j'ai eu une facture de 5 000 euros. Au début, ils dit oui, sûrement, monsieur, il y avait une faute, on m'a corrigé, truc qui n'était pas, etc. Ils m'ont renvoyé une autre facture et c'était pour 3 500 euros. Une réduction de 1 000 euros, 1 500 euros, c'est bien, mais bon. En fait, ils ont changé, c'est l'ancien locataire, lui, il a changé le compteur et il n'a pas informé EDF, il n'a pas informé le propriétaire qu'il a changé le compteur. Donc, quand ils ont pris le numéro dans le compteur, c'était pas bon. C'est pour ça que j'ai reçu. Mais j'ai eu plusieurs choses comme ça, mais chaque fois, ça m'a aidé de mieux intégrer dans la société, dans la vie française, de mieux comprendre comment les gens là pensaient, parlaient, répondre. Donc, pour moi, c'était une bonne expérience à la fin. Voilà. Très bien, merci à tous les trois pour ces anecdotes. Est-ce qu'il y a des questions sur ceci dans la salle? Pas de questions. Ah, au fond, pardon. Le micro arrive. Et en fait, vous avez appris le français grâce à vos collègues, et grâce à ces anecdotes, ou vous avez dû prendre des cours Au début, j'ai pris entre 80, oui, je pense 80 et 90 heures de cours français. Mais ça m'a aidé, bien sûr, mais c'était vraiment avec des collègues que j'ai appris beaucoup plus. Donc, mon chef, l'ancien chef, il est là, Daniel. Donc, il m'a demandé de parler qu'en français. Il m'a dit, là, on est en France, tu es là, tu vas rester là en France pour longtemps, il faut que tu apprennes, ça va t'aider de apprendre plus vite. Donc, c'était vraiment avec des collègues. Bien sûr, il y avait des mauvaises blagues aussi. J'ai eu beaucoup de mauvaises blagues. J'ai dit des choses, je ne peux pas répéter là, mais bon. Mais ça m'a aidé beaucoup d'apprendre une langue, une façon de parler avec les autres, plus que prendre des cours français. Peut-être qu'on peut rajouter, lié à ce qu'on a pu nous vivre en Inde, souvent on nous dit alors est-ce que tu as appris la langue locale? Tu en as parlé, il y a 24 langues différentes. Bangalore, c'est aussi le melting pot. Il faut aussi qu'on ait la chose importante de l'Inde, c'est qu'on considère nous ça comme un pays, et en fait c'est un continent, c'est un regroupement de penser un royaume avec beaucoup des cultures très différentes du nord au sud, de l'est en ouest, et surtout je pourrais en parler bien évidemment bien mieux que nous. Et donc côté langage, c'est bien évidemment très différent. Et en fait Bangalore a
la croissance de Bangalore ces 10 dernières années a été exponentielle. Donc en fait, quand vous croisez des gens dans Bangalore, vous ne savez pas si ils viennent du nord, s'ils sont tamouls, s'ils viennent du sud. Donc on pourrait... Le Karnataka, c'est le Canada, la langue locale. Donc en fait, si vous commencez à apprendre une langue, vous n'êtes jamais sûr de pouvoir l'utiliser. Et ce que tu dis, c'est qu'en fait, le bon moyen d'apprendre la langue, c'est pouvoir la pratiquer tous les jours. Et en fait, le Canada, c'était le berceau de d'où on était, mais il y a beaucoup de Tamouls qui venaient travailler. Et la langue officielle, c'est en fait l'anglais et le hindi. Donc c'est très difficile pour un occidental d'apprendre le hindi. Alors si on est dans le nord de l'Inde, c'est peut-être un peu plus facile parce que c'est la langue locale. Mais pour nous, c'est assez compliqué à chaque fois qu'on va dans une région d'apprendre quelques mots pour socialiser. Par rapport à ce que tu as pu vivre ici en France. Parce que, en plus, le langue français, c'est quand même écrit avec des lettres anglais ou français, c'est similaire. Quand je vais voir quelque chose, quand j'ai lu quelque chose, c'était plus facile pour moi. Pour vous, je ne peux pas imaginer parce que c'est pas le même script, c'est vraiment différent. Et en plus, comme tu dis, à Bangalore, c'est vraiment cosmopolitan, c'est une ville vraiment cosmopolitaine. On a beaucoup de langues, on a plusieurs langues. Et c'est grâce à ça aussi, on va prendre facilement aussi 3-4 langues. Parce qu'on a des amis, on a des voisins qui parlent différentes langues. Donc, grâce à ça, on apprend. Mais pour une étrangère en Inde, ça peut être plus difficile qu'un Indien en France. Si on est en Inde, quand on parle bien anglais, je pense que c'est plus facile pour nous d'apprendre français là. Ouais. Puis j'ai essayé moi au début d'apprendre, demander des mots, comment on dit localement pour socialiser. Puis on allait au restaurant, puis je sais pas comment on dit santé, cheers. Il fait je sais pas, on dit cheers. Donc, plein de choses comme ça. En fait, au début, moi j'étais bien motivé pour apprendre quelques mots, mais c'est vrai qu'après Bangalore, comme tu disais, c'est passé d'une ville qui avait peut-être autour d'1 million d'habitants autour des années 2000 à 15 millions maintenant. Je veux dire, donc tout le monde est venu des 4 coins de l'Inde et c'est vrai que... Parce que pour nous, en Inde, c'est très important d'apprendre anglais. Et c'est quand même un peu triste qu'on ne garde pas notre langue. Beaucoup. Les enfants, tout ça, ils voulaient apprendre anglais. On voulait envoyer nos enfants dans une école privée pour bien apprendre anglais parce que pour travailler dans une langue globale, c'est vraiment important pour nous. C'est pour ça qu'on a réussi de recevoir beaucoup de travail, des boulots aussi en Inde. Il y a beaucoup de outsourcing en Inde parce qu'on parle bien en anglais. C'est grâce à ça, par exemple par rapport à la Chine. Donc, mais les choses, c'est le négatif, c'est qu'on a perdu un peu de notre langue. On utilise beaucoup de langues dans notre langue quotidienne. Même quand on parle en Canada ou Tamoul, cheers par exemple, il y a plusieurs mots qu'on utilise qui est anglais ou français. Mais nous, voilà. Peut-être aussi quelque chose d'intéressant, ton français, quand on connaît la complexité de la langue française et en 3-4 ans arriver à ton niveau, je pense que tout Indien a une facilité parce que tout Indien parle plusieurs langues. Et l'anecdote, c'est que mon chauffeur était tamoul et il parlait 3 langues. Et en fait, il était chauffeur de camion avant, il a été scolarisé mais jusqu'à l'âge de 11-12 ans. Et il parlait ces 3 langues, et l'anglais notamment très très bien. Quand je lui posais la question, mais quand tu es passé de chauffeur, tu parlais le Canada et le tamoul, il dit ouais, l'anglais je l'ai appris simplement en écoutant les conversations des gens. Et donc une facilité et un intérêt d'apprendre la langue très 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 fort. Et je pense que c'est une particularité. Oui, je pense parce que oui, même dans l'école ou avec quand on a grandi, on a grandi avec écoutant plusieurs langues. Donc pour nous, je pense que c'est plus facile d'apprendre une autre langue, plus facilement que les autres. On peut aussi changer au milieu de la phrase notre langue. Si je veux commencer de parler en français, je peux changer au milieu de la phrase en anglais ou hindi ou Canada. Et je trouve, pour vous, c'est pas facile. Même si vous commencez de parler en anglais, pour changer en français,
ça n'arrive pas très facilement pour vous. Pour nous, c'est pas très difficile. Très bien, d'autres questions? Oui. Tu as trouvé ta balance? Non, pas à Décathlon. J'ai dit merci, mais je sens. Je voulais savoir si vous êtes venu avec votre famille et si ce que vous avez pensé de la scolarité en France et pour ceux qui étaient en Inde, la différence avec la scolarité en France. Bon, moi, quand je suis arrivé en France, j'étais tout seul. Donc, je me suis marié à 12 ans après, je suis arrivé en France. Donc, au début, je n'ai pas pensé, même actuellement, je ne sais pas comment ça marche, la scolarité en France. Mais oui, je pense que c'est très, très différent que l'Inde, justement. Et je pense qu'il y a beaucoup plus de pression en Inde sur les enfants qu'en France. Bien sûr, les vacances, il y a beaucoup de vacances pour les enfants en France qu'il y en a en Inde. Et même depuis 5-6 ans, à la fin de l'année, on a des examens pour les enfants, beaucoup de pression qui n'est pas bon. Et là, je trouve en France, c'est plus à l'aise pour les enfants. J'avais pas d'enfant en Inde, donc pas en âge d'être scolarisé, donc j'ai pas d'expérience là-dessus. Moi, c'était le cas. Donc en fait, l'Inde, il y a deux types de scolarité. Il y a les écoles privées et publiques. Et dans les écoles privées, il y a deux types. Il y a plutôt scolarité type indienne et puis les scolarités type internationale. Donc en fait, tout ça pour dire qu'on trouve de tout et à tous les niveaux. Donc pour mon cas personnel, ils étaient à l'école internationale puisqu'il n'y a pas d'école française à Bangalore. Mais aucun souci. Enfin, je veux dire, la diversité culturelle est très importante. Et la première école dans laquelle ils sont allés, c'était en fait une école indienne internationale. Et en fait, il y avait 80% d'Indiens. Donc en fait, il y en a vraiment pour tous les niveaux. Bien évidemment, c'est lié au niveau social. Donc là, tu pourrais peut-être en parler un peu plus, mais la scolarité est vraiment quelque chose de prise très au sérieux au niveau indien. Et ben vraiment, mon épouse était, même si elle n'était pas prof à la base, elle donnait des cours de géographie et d'anglais dans des écoles d'enfants qui n'étaient pas scolarisés, puisque c'était des itinérants au niveau de construction. Donc, ils passent 6 mois ici, 6 mois là, et donc il y avait des organisations qui étaient là pour scolariser les enfants nomades. Donc il y a une très forte attention pour la scolarité au niveau des structures. Très bien, merci. On va passer au point suivant. Alors selon vous, quels sont les codes culturels indiens qu'il faut connaître pour aller en Inde? Alors, moi, je peux commencer comme conseil, là, c'est qu'au début, moi j'étais donc aux achats, plus en management de projet, donc coordination. Et il y a un syndrome que j'appelle, c'est l'approche par rapport au non. C'est un peu général en Asie où on a du mal à dire non. Et là, au travail, ce qui peut être surprenant, c'est ce que j'appelle le Watermelon KPI, l'indicateur PASTEC. C'est-à-dire que si on demande un statut pour demander comment on en est sur le projet, est-ce qu'on est bien, on va souvent avoir tendance à dire oui, c'est tout vert, des smileys verts de partout, tout est bon. Et donc on se dit bon, au début, c'est parfait, super, le projet est en cours. Et puis là, il fallait construire un camion prototype et on avait dit c'est tout vert, on va avoir toutes les pièces. Puis là, on arrive quelques jours avant et puis là, en fait, on se rend compte qu'il y a des commandes qui n'ont pas été passées, des fournisseurs qui ne sont pas au courant. Donc en fait, quand on nous a dit il y a quelques semaines que tout était vert, en fait, c'était pas vraiment ça. Et en fait, pourquoi PASTEC, c'est qu'en fait, donc vert à l'extérieur, mais si on commence à creuser en posant des questions, c'est tout rouge en fait. Et en fait, c'est une manière de pas dire non. En fait. Et, donc c'est pas un manque de respect par rapport à, il peut avoir un côté hiérarchique ou des choses comme ça, mais en fait, c'est plus le fait de l'éducation qui a avec la concurrence qu'on a dans un pays où il y a plus d'1 milliard d'habitants, c'est une concurrence énorme et tout le système éducatif
apprend à être le meilleur, à ne pas montrer ses échecs et juste être le meilleur, donc très compétitif, et ça se traduit qu'il y a du mal à dire non. Et en fait, donc il faut le savoir pour justement reformuler les questions, être sûr en reprenant petit à petit pour être sûr du statut. Donc ça, c'est vraiment quelque chose, je pense, que beaucoup de monde peut reconnaître en travaillant avec les collègues indiens, c'est que si on ne reboucle pas, on peut avoir des mauvaises surprises, que ce soit en interne avec des fournisseurs. Les fournisseurs, c'est pareil. On se dit, bon, on est les clients, il y a un contrat, c'est bon, si le contrat il est signé, il va livrer, on en reparle dans 3 mois. Mais non, il faut vraiment suivre, être sûr, parce qu'il y a une approche. Ils ne vont pas venir dire, ah, moi j'ai un problème. Enfin, c'est très rare, je pense que c'est une minorité. Donc c'est quelque chose vraiment qu'il faut insister dessus et vraiment reposer des questions et reboucler quand on travaille avec nos collègues. Et puis après, ça se passe très bien, il faut le savoir. Pour ajouter à ça, je pense ce que disait Thibaut tout à l'heure, on peut bien évidemment pas faire de généralité et ça dépend vraiment des individus et des entreprises. Bangalore et le groupe Volvo à Bangalore est très teinté culture Volvo. Donc l'expérience, en tout cas que moi j'ai eue avec des collègues à Bangalore, a été significativement différente des collègues de Indore par exemple. Et je présume que toi, avec un certain nombre de fournisseurs. Donc pour moi, si j'avais un message déjà, c'est de comprendre d'où vient la personne et quel est son background. Les gens qui sont chez Volvo depuis très longtemps, puisqu'on a commencé dans les années 90. À un moment donné, on se dit, ouais, on se recale sur ce que tu dis là. On se recale, ok, watermelon, un certain nombre aussi de comportements. Et quand on bosse avec des gens d'Indore, on se rend compte qu'on est complètement à la rue à cause de ça. La deuxième chose aussi, ce que tu disais, c'est que le côté challenge, le côté sortir du lot est important en Inde. Donc le côté carrière et progression dans la carrière. Donc pour moi, c'est 2 choses à prendre en compte. Ça dépend le type de relation que vous avez avec vos collègues indiens. Si vous avez une relation hiérarchique, partenaire ou fournisseur-client. Nos collègues indiens porteront énormément d'attention sur l'intérêt que vous avez et des leviers que vous pourrez utiliser pour les aider dans leur carrière, que ce soit en termes de formation, que ce soit en termes de réseau, que ce soit en termes de coaching. Donc moi je vous invite à utiliser ça parce que c'est une arme très puissante où ils se sentent considérés pas seulement en tant qu'individu. Alors c'est valable pour toute culture, mais spécifiquement en Inde, c'est très très important à ce niveau-là. Et lié à ça, c'est aussi l'intérêt du poste. Mais les collègues indiens sont jamais aussi bons que quand on est dans des actions de pompiers. Je vais donner simplement un exemple. C'était pour ce véhicule-là, on devait faire un crash test d'homologation avec les autorités locales indiennes et le TÜV européen pour faire un seul test de crash sur deux cabines, une cabine haute et une cabine standard. Donc c'était un seul rendez-vous au centre de l'Inde avec deux prototypes produits en Thaïlande avec des pièces embouties en Chine. Et on a fait tout en calcul et on avait proposé aux 2 entités légales de dire qu'on fait toutes les simulations et on fait un seul test une fois en centrale. On reçoit les pièces, on produit les cabines en Thaïlande, les cabines sont envoyées à Bangalore pour la mise en forme avant d'être envoyées en Inde. Et la cabine, la sleeper cab, était hors gabarit, donc elle dépassait du container. Donc quand le container est arrivé, on a enlevé la bâche et en fait, ils avaient gerbé un container sur notre container. Donc il y avait déjà eu un crash test de la cabine qui était d'ailleurs parfaitement OK. Le problème, c'est qu'on avait 8 semaines pour reproduire une cabine. Et d'un point de vue logistique, impossible de renvoyer les pièces de Chine en Thaïlande, de Thaïlande chez nous. Voilà. Et en fait, je pense que c'était possible uniquement en Inde, en 8 semaines, d'avoir les pièces, trouver un fournisseur. C'était en fait Jaguar qui avait un atelier de prototype à New Delhi, refaire tous les gabarits de soudure, avoir nos collègues japonais pour venir former les gens, avoir nos collègues indiens à côté pour la traduction, et en 8 semaines, avoir les prototypes disponibles, faire les crash tests et réussir les crash tests. Et je pense que nos collègues indiens ne sont jamais aussi bons quand ils sont sous pression et quand il y a un challenge quasiment impossible à réaliser.
il y a une énergie, une volonté, ils ne comptent pas les heures. Et ça, c'est aussi quelque chose qu'on doit et on peut utiliser au quotidien. Alors bien évidemment, ça reste des exceptions, mais je pense que c'est intéressant d'avoir aussi ça en tête, si on peut valoriser et mettre un certain nombre de challenges et de projets supplémentaires aux activités qu'on prend. Le problème pour dire non, pour pas dire non, je pense que c'est un problème classique de l'Inde. Beaucoup de monde, ils ont la même réflexion comme vous, qui ne peut pas dire non. Et là, ça serait, et il faut vraiment bien demander, est-ce que vous pouvez le faire? Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous êtes à l'aise pour le faire? Il faut vraiment poser des questions pour être sûr qu'il peut le faire, il voulait le faire. Pour nous en Inde, culturellement, on ne voulait pas dire non, on voulait essayer de faire. Donc ça, quelquefois, c'est pas très bon. Après, il y avait des cultures, il y avait l'environnement Volvo en Inde, c'est très différent que d'autres sociétés en Inde. Dans l'autre société en Inde, société informatique, il y a beaucoup plus de pression, beaucoup plus de stress qu'on a trouvé chez Volvo. L'environnement Volvo, c'était vraiment confortable, c'était vraiment différent pour nous. Donc, la culture indienne, pour vraiment bien connaître, si vous travaillez avec des Indiens, c'est déjà pour demander plusieurs fois est-ce qu'ils sont confortables, est-ce qu'ils veulent faire ça ou non. D'autres choses pour nous, par exemple, si vous allez venir et vous allez rester en Inde, religion pour nous c'est aussi très important. On a beaucoup de jours fériés autour de religion. Donc il faut bien comprendre que si vous parlez de religion avec des Indiens, c'est un sujet très important et sensitif aussi pour nous. Donc ça c'est une chose aussi pour... mais bien sûr, au travail, au bureau, c'est pas très important, c'est pas très sensitif, mais quand même, notre vie, ça tourne autour de la religion beaucoup aussi. En disant ça, l'illustration que vous avez derrière vous, c'est en fait le premier prototype du véhicule Quester, du Value Trucks. Et en fait, on voyait les fleurs, et puis en fait, il a été béni par des prêtres. Et c'était très important. Donc en fait, passer à côté de ça, ce serait vraiment une erreur. C'est vraiment d'avoir cette information de nos collègues indiens, puisque ça peut générer un certain nombre de, si ce n'est de frustration, en tout cas comment on appelle ça, de superstition, si un certain nombre d'étapes clés ne sont pas faites. Chaque fois, avant qu'on commence quelque chose d'important, quelque chose comme ça, on va faire une prière, on va demander à un prêtre pour faire des choses religieuses, on va regarder l'heure. Il y avait des heures spécifiquement, on voulait commencer quelque chose, il y avait des heures, on va éviter de faire quelque chose dans la journée. Donc, c'est des exemples comme ça, on peut trouver religion au bureau. Et combien de religions en Inde? Comme des langues. Plusieurs. La majorité c'est hindou. Et après vous avez des musulmans, des chrétiens, des bouddhistes, sikhs, plusieurs religions. Et il y a des religions, après il y avait des castes, il y avait des subcastes. Donc voilà, il y a beaucoup. Et puis on voit ça dans la vie de tous les jours. Personnellement, je veux dire, quand tu parlais de déterminer une heure par rapport à un calendrier, parce qu'il y a beaucoup de superstitions, de calculs aussi, calendrier lunaire, des choses, numérologie. Et ça, on le voit aussi, par exemple, des fois, traditionnellement, quand on a un bébé, le bébé n'a pas de nom. C'est-à-dire que peut-être le nom sera choisi peut-être dans un mois. C'est le prêtre qui va décider quel jour, à quelle heure, en fonction de calculs. Et c'est même le prêtre normalement qui décide
le prénom en fonction du moment. Après, ou la première lettre du prénom. Voilà, la première lettre, normalement, le prêtre va conseiller, c'est mieux si le prénom va commencer avec cette lettre. Ouais. Soit vous pouvez choisir un prénom avec cette lettre, ou on peut avoir deux prénoms. Un prénom comme un surnom et d'autres prénoms officiels. Donc, voilà. D'autres codes culturels qui important, c'est pour nous en Inde, on se trouve que vous en France, ou plutôt en Suède, vous êtes toujours à l'heure. Ça, c'est pas bon pour nous. Donc ça, c'est vraiment une chose qui nous gêne un peu. Parce que je me rappelle, on a eu une réunion à 13h30 tous les vendredis. Et avec des Suédois. Et on n'était jamais à l'heure. Parce qu'on a toujours parti pour manger vendredi, midi. Ils étaient toujours 13h30 pile. Alors, se connecter. Allô, are you there? Are you there? Et nous, 13h45, 14h, bon, ça va, c'est juste 15 minutes au retard, c'est bon. Donc, et aussi, par exemple, vous respectez l'heure de manger, le repas, pour déjeuner. Et pour nous, dans le calendrier, ça n'existe pas. Pour nous, c'est voilà. Si on voulait envoyer une invitation pour réunion, si on trouve un créneau entre midi et 2, on va l'envoyer. Et là, j'ai eu beaucoup de collègues qui me disaient pourquoi vous envoyez des réunions pendant le déjeuner? Pourquoi vous ne comprenez pas? C'est l'heure de déjeuner. Pour nous, c'est l'heure de travail, c'est tout. On commence 9h et comme tu dis, il n'y a pas d'heure pour nous. On peut travailler le matin, midi, le soir, week-end, jour férié. Et voilà. Déjà, c'est bien pour comprendre. C'est pas parce qu'on voulait gêner quelqu'un qui a envoyé l'invitation. C'est juste parce que nous, on n'a pas de cette façon de travailler. Et là encore, on voit une différence, je pense, entre Bangalore, qui était peut-être plus influencé Volvo déjà depuis des années, où là, je pense qu'on est quand même pas trop mal au niveau de respect des horaires, accepter les invitations et confirmer, faire un planning. Par exemple, si je vais une semaine à Bangalore, je pense que je serai assez dans mon calendrier Outlook ce que je vais faire. Par contre, avec nos collègues de Eicher qui sont plus au centre, plus haut, Pithampur, eux, c'est encore un autre niveau. C'est-à-dire que là, déjà, on envoie des invitations Outlook qui ne vont jamais répondre. Et en fait, au point, on arrive le lundi matin pour la semaine et là, ils ont l'habitude de travailler comme ça. C'est pas un manque de respect, c'est-à-dire qu'ils vont dire alors quelles sont tes priorités, donc qu'est-ce que tu veux faire cette semaine, et en fonction des disponibilités, ça va être un peu les cow-boys avec le téléphone là, à la ceinture et puis arranger. Donc allez, on va aller voir lui premier. Donc faut oublier trop l'organisation où tout est carré. On va faire ce qu'on a, mais ça sera à la dernière minute. Moi, j'avais un fournisseur à Pithampur. Je lui disais, on n'a pas pu finir une négociation. Et il devait nous faire un prototype au bout de 3 semaines. Je dis, moi je vais revenir dans 4 semaines. Est-ce qu'on peut se voir le mardi après-midi? Il me fait, oh là, il faut demander à Dieu, il n'y a que Dieu qui sait où je serai mardi après-midi dans un mois. Je me suis dit, oula, on n'est pas. Il faut se comprendre. Quoi. Chez Volvo, on est très carré. L'environnement Volvo, c'est très différent par rapport à d'autres sociétés en Inde. Déjà, on utilise beaucoup d'Outlook. La première chose pour moi ou pour mes collègues quand on était embauché par Volvo, c'était qu'on a découvert réunion. Pour chaque chose, il y a une réunion. Donc, même pour discuter 5 minutes, une réunion. Et à la fin de la réunion, il y a un follow-up meeting. Et donc, pour nous, c'était vraiment une chose qui était... C'était une chose bizarre pour nous. Pourquoi il y a beaucoup de réunions? Et dans la façon de travailler aussi, en Europe, ou par exemple, peut-être aux États-Unis aussi, vous êtes très carré. Si on veut faire quelque chose, une intervention, par exemple le week-end, on va faire une réunion pendant la semaine, on va identifier qui va faire quoi, à quelle heure, il y avait des follow-up, tout ça. Pour nous, vous allez avoir le résultat à la fin, c'est tout. Il ne faut pas demander qui va faire, quelle heure, comment lui va faire. Non. Si vous allez avoir le résultat, c'est tout. Donc, on travaille comme ça. Donc,
on peut avoir des problèmes entre nos collègues européens à cause de ça. Parce qu'il faut, je pense que ce que tu dis, c'est primordial. Ce que je disais tout à l'heure, là, quand tu étais les pompiers, il faut savoir doser jusqu'à quel point ça nous sécurise, nous, dans notre référentiel, par rapport à ce qu'on peut laisser comme incertitude. Et c'est bien évidemment ce qui est difficile à jauger, mais quand on arrive un peu à sentir, c'est là où on peut faire des miracles, on peut faire vraiment des choses extraordinaires, différemment, simplement en lâchant, en disant ok, c'est pas sous contrôle, ce que je disais tout à l'heure aussi avec l'histoire de l'aéroport. On sait qu'il va se passer des choses, mais la capacité de l'équipe et les compétences vont faire en sorte qu'à la fin on y sera. C'est la flexibilité, parce qu'en fait, le bon côté de tout ça, c'est qu'en fait, en Inde, c'est très flexible. Voilà, dire le jour même, on fait la réunion cet après-midi, ou dans 2 heures, tout le monde sera là. Je veux dire, c'est vrai qu'on a plus l'habitude, peut-être en Europe, de planifier un peu à l'avance, de faire la réunion la semaine prochaine. Là, c'est vraiment flexible. Au jour J, c'est au jour. Voilà, comme tu disais tout à l'heure, faire les pompiers, c'est là où ça marche le mieux, parce que là, c'est vraiment du concret pour le résultat demain. Et là, c'est en action pure. Puis il y a l'énergie surtout. On disait tout à l'heure 7% de croissance, ça veut dire qu'il y a énormément d'activité, d'espoir. Et donc il y a ils sont très, très énergétiques, très, très motivés. Et ils savent que voilà, si ça ne se fait pas chez Volvo, malheureusement, du coup, c'est facile de trouver travail ailleurs. Donc il y a aussi des attentes vis-à-vis de l'employeur qui sont énormes. Donc, tu disais l'accompagnement tout à l'heure. Pour la carrière, ça vient de ça aussi, c'est que c'est facile aussi de se vendre sur le marché. Donc aussi, pour retenir les compétences, il faut aussi voilà, respecter les attentes. Mais voilà, après, je veux dire, c'est l'aspect organisationnel, c'est pas une mauvaise chose. Je veux dire, il faut apprendre à prendre le bon côté de ces choses-là. On va essayer d'avancer, mais je pense que vous avez déjà répondu à la prochaine question. Comment travailler avec les Indiens? Si vous avez encore des choses à ajouter ou il y a des questions dans la salle. Il n'y a personne qui travaille avec les Indiens. Tout se passe bien. Question. Est-ce qu'il y a une manière polie pour les Indiens de leur expliquer qu'on n'est pas content du résultat? Non mais je veux dire franchement, je ne sais pas comment expliquer à un Indien. Ça c'est pas bon. Voilà, non, pour être franc, pour être vraiment, vous disiez que c'est pas bon pour moi, mais ça peut gêner la personne, ça peut, il peut être vraiment, il peut se sentir mal, qu'il a un feedback qui n'est pas très bon, mais c'est vraiment important pour dire non, j'aime pas ça, je voulais que ça se fait pas comme ça. Donc, pour vraiment être vraiment franc et vous disiez. Voilà. Après, peut-être pour ajouter, ce que j'ai dit tout à l'heure, ça dépend aussi de la relation que tu as. Est-ce que tu as une relation hiérarchique? Est-ce que c'est simplement du client-fournisseur ou est-ce que tu es subalterne? Si tu es subalterne, vaut mieux pas que tu y ailles franco de port en disant que tu n'es pas content, par exemple. Parce que le niveau hiérarchique, le manager ne l'acceptera pas. Donc la franchise, oui, mais je dirais, encore une fois, pour moi, c'est pas vraiment spécifique à l'Inde, c'est un peu le cas de tout le monde. La seule chose, c'est de mettre ça aussi sur le plan culturel. Moi, j'ai beaucoup utilisé de dire, c'est de prendre en individuel, jamais prendre la personne à défaut au niveau de l'équipe. Après, quand tu as un peu d'expérience, tu sais que tu peux aussi jouer là-dessus à un moment donné. Et aussi jouer sur ce côté culturel, en disant, si tu as vraiment quelque chose de fort, de dire, et puis c'est en anglais, donc tu peux aussi jouer là-dessus, en disant, le vocabulaire, ça peut-être pas approprié et compagnie, mais voilà, c'est quelque chose de vraiment important que j'ai à te dire. Et l'important, c'est aussi d'avoir son feedback, de comprendre qu'est-ce qui a fait que si c'est une problème de livraison. Donc, toujours d'être dans une dynamique, pour toi, de te mettre dans une position d'essayer de comprendre son environnement. Après, ça ne veut pas dire que tu l'acceptes, mais au moins qu'ils se sentent avec une porte de sortie. Le pire, c'est de le pousser dans le coin et qu'ils se sentent acculés. Là, c'est pas... Alors, encore une fois, c'est pas spécifique à l'Inde, mais là, ils sont très très sensibles à ça. Mais parce que la hiérarchie, c'est très important pour nous. On respecte la hiérarchie. Pour nous, nos chefs, c'est comme nos profs aux écoles. Donc, si vous avez un interlocuteur où hiérarchiquement vous êtes en haut, ça peut être plus facile pour vous pour dire non, j'aime pas ça. Et moi, je peux vous assurer, c'est plus facile pour vous comme une Français ou comme une Européen, comme une
je sais pas, client peut-être, c'est plus facile pour vous pour dire non, j'aime pas ça que moi. Si je vais travailler avec d'autres Indiens, si je veux dire non, j'aime pas ça, ça passe pas très bien. Voilà, ça dépend de la situation, l'environnement, tout ça. Mais ça va être plus facile pour vous parce que nous, on a un peu des complicités, comment on dit en français, complexes d'infériorité par rapport à Européens ou l'Europe ou aux États-Unis ou l'Ouest. Donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas dire non aussi très facilement. Et on m'a dit, et vous allez avoir des gens qui vont dire yes sir. On utilise beaucoup des sir ou madame. Et parce que c'est hiérarchiquement, on respecte beaucoup la hiérarchie, nos chefs, nos supérieurs, c'est comme nos parents ou nos profs aux écoles. Mais l'aspect feedback, hein, c'est très important parce que nous, peut-être par rapport aux attentes que tu as vis-à-vis d'un collègue, tu n'es pas satisfait et tu penses peut-être que c'est évident pour lui qu'il n'a pas fait ce que tu voulais, mais en fait, ce n'est pas forcément le cas. J'ai eu le cas de quelqu'un dans mon équipe on faisait un point au bout de quelques mois et pour moi, c'était évident avec tous les mails qui étaient passés, les gens qui s'étaient plaints de son travail. Il y a des choses, il a fallu que j'intervienne pour résoudre, que c'était pas la bonne manière de faire et que du coup le feedback allait pas être, ou l'évaluation allait pas être terrible. Et en fait, il est tombé des nues quand je lui ai dit ça, parce que pour lui, c'était pas du tout rendu compte. Et en fait, l'erreur que j'ai faite, c'est pas de lui faire un feedback sur le coup, dire non, là, moi, c'est pas ce que j'attendais, c'est pas normal, ça et ça. Donc, je pense qu'il faut, voilà, tu disais franchise, quand même apprendre la discussion, quoi. C'est-à-dire, bien sûr, en tête à tête, hein, pas faire perdre la face. Et puis, mais c'est important parce qu'il n'y a pas forcément les mêmes attentes. Et du coup, ils ne se rendent pas compte que c'est un problème parce qu'ils ont livré. Très bien. Rapidement, pour conclure, si on devait retenir un conseil pour partir en Inde, Marc. Je veux dire que le conseil, c'est qu'il faut y aller. Si c'était à refaire, je le ferais les yeux fermés. Moi, j'ai adoré la solidarité. On a parlé de religion, de certaines choses en dehors du boulot et qui impactent aussi au travail. Mais la solidarité des personnes entre elles, c'est très très fort en Inde. Et ça, c'est quelque chose qui est très riche personnellement. Parce qu'on voit qu'ils ont un cœur gros comme ça. Et puis, on nous invite, vous savez, on a l'image des mariages indiens où il y a 500 personnes, 800 personnes, 1000 personnes. Et c'est parce qu'en fait, ils invitent tout le monde, c'est une grande famille. Et voilà, j'ai été invité peut-être au moins une dizaine de fois sur quelques années en Inde. Donc c'est une super expérience. Donc mon conseil, c'est si vous avez l'opportunité d'y aller, n'hésitez pas. Merci. Patrick, un conseil pour partir en Inde ou pour travailler c'est peut-être pas un conseil, mais c'est d'appréhender l'Inde comme un continent. Et c'est très très différent. C'est comme si on disait l'Europe, bien évidemment, il y a des grosses différences. Pour moi, l'aspect humain était une expérience extraordinaire. L'Inde m'a changé et vous pouvez aussi apporter beaucoup sur place. Il y a énormément d'attentes. C'est de garder les yeux ouverts et les oreilles grandes ouvertes également. Le jugement est très difficile. Le rapport à la mort, le rapport à la religion. Donc il y a des choses en termes de valeurs qui sont très choquantes. C'est difficile de les mettre de côté, mais ça vaut vraiment le coup, c'est vraiment formidable. Vraiment. Santosh, un conseil? Ouais, j'espère que vous allez voir. Non mais, pour vous ça va être une culture shock, mais il faut vraiment découvrir cette culture. Pour vous, ça va être très incroyable. Et donc, j'espère que vous allez avoir la chance pour aller en Inde. Ouais. Ça sera adoré ou détesté? J'espère adorer. Non, mais il faut être ouvert, vraiment, pour découvrir, pour essayer, pour pas être très timide, pour vraiment essayer des choses là-bas. Donc, il ne faut pas avoir confiance à tout le monde, bien sûr, pour être un peu safe, mais bon. Il faut essayer. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle sur l'intervention?
Vous avez parlé des castes sociales. Est-ce que tu peux expliquer le système des castes? Bon, en fait, dans chaque religion, hindoue, musulman, etc., il y a plusieurs niveaux de castes. Donc il y avait des hauts niveaux et niveaux en bas. Et là, en fait, en Inde, ça existe toujours, le système de caste. On a beaucoup de réservations au boulot ou dans le secteur public, dans l'université, dans les écoles, pour les gens de caste en bas. Mais c'est une chose un peu sensitive, parce qu'à l'époque, le caste, les gens de caste bas, ils étaient vraiment exploités, ils étaient vraiment, c'était pas très bon pour eux. C'est pour ça qu'on a cette réservation dans tous les secteurs publics pour eux. Mais c'est quand même illégal de exploiter quelqu'un par rapport au caste. Donc, le caste, c'était divisé, par exemple, dans les religions hindoues, c'était divisé en 5 castes. Donc, c'était divisé par rapport au corps de l'humain. Donc, le haut niveau, le caste, c'est le brahmins, c'était comme le tête. Ils étaient le prêtre. Après, vous avez des castes le deuxième caste, c'était, on dit Kshatriya. Ça, c'est le caste de warriors qui fait des batailles. Après, vous avez le troisième caste, c'est des commerces, les gens qui font des commerces. Donc ça, c'est le torso. Et le genre, c'est le dernier caste, des gens qui vont travailler dans la maison, qui vont faire des boulots vraiment pas très bons, pour nettoyer des choses, etc. C'est comme ça. Donc ça, et la société était divisée par cette caste, 4-5 castes. Après, vous avez des sub-castes, etc. Donc le caste, pour nous, dans notre vie quotidienne, au boulot, on n'a pas beaucoup de castes, on ne parle pas des castes. Mais dans notre vie quotidienne, pour le mariage ou des cérémonies religieuses, et là, on peut avoir des castes. Même aujourd'hui, c'est vraiment difficile pour quelqu'un d'une caste bas ou se marier avec une caste haut ou l'inverse. C'est toujours, ça existe un grand problème pour nous. C'est illégal, mais ça existe entre les peuples en Inde. Donc, si vous êtes né dans une caste, vous ne pouvez plus en sortir, parce que le système est rigide. Oui, vous êtes né dans cette caste. Vous êtes né dans cette caste, ça peut arriver avec votre nom, prénom ou les endroits d'où vous êtes. Mais vous êtes né dans une caste, vous ne pouvez pas changer. Est-ce que c'est vrai que les gens d'une caste supérieure ne touchent pas les gens d'une caste inférieure parce qu'ils sont considérés impurs? Déjà, c'est illégal. Mais ça peut exister, on peut avoir ça dans le village, dans la campagne. C'est pas dans la ville, mais ça existe, oui, ça existe. Pas beaucoup, mais ça existe. Très bien, merci. L'heure tourne. On va vous remercier tous les trois pour votre intervention. Merci également à Manish. Le réseau LPM vous remercie tous d'être venus aussi présents et on va vous mettre une petite vidéo pour la conclusion. Si tu peux avancer un petit peu sur... Une minute. Voilà, 1 minute, c'est bon. Bon. Marc, Patrick. Tout le monde debout.